Et si pour la première fois, l'Afrique n'avait rien demandé à personne pour se défendre? Imaginez, pendant 6 minutes et 32 secondes, un fragment du Sahel s'est effacé du regard occidental. Les caméras de surveillance demeuraient aveugles, tandis qu'un convoi progressait, sans un signe étranger, sans ordre venu d'ailleurs. Pas d'étiquette importée, pas de facture à payer à une puissance lointaine. Rien que la détermination de femmes et d'hommes résolus à franchir le désert, portés par la nécessité. Ce scénario, digne des grandes heures clandestines de l'histoire, n'est pas sans rappeler la nuit du 6 juin 1944, où des milliers de soldats alliés débarquèrent sur les plages de Normandie sans attendre d'autre aval que celui de leur conscience. À l'époque déjà, les destins se jouaient dans le silence, loin des projecteurs du monde, portés par une conviction partagée, celle qu'il fallait reprendre la main sur son destin. Ce n'était ni une opération secrète, ni un jeu d'ombre téléguidé depuis Paris ou Washington. C'était le commencement d'un récit où la défense ne se vend plus. Elle s'appartient. Cette nuit-là, le Burkina Faso n'a pas attendu le feu vert d'un comité international. Il a choisi d'agir sans attendre. À la pointe du convoi, Ibrahim Traoré ne cherchait pas la bénédiction d'un partenaire extérieur. Il affrontait une question brûlante. La souveraineté se gagne-t-elle par le courage de protéger ses frontières ou par l'attente d'un consentement venu d'ailleurs ? Pour comprendre la portée de ce geste, rappelons-nous l'Inde de Gandhi, qui refusa de s'incliner devant la couronne britannique et entreprit, à force de marches et de désobéissance civile, la reconquête de sa dignité. À l'image de ce mouvement, ce convoi portait l'étendard de l'autonomie, non dans le vacarme, mais dans l'action concrète. Ce convoi ne transportait pas que des armes ou du matériel. Il acheminait la preuve silencieuse qu'un peuple peut payer lui-même le prix de sa liberté. Il portait un message limpide. La dignité ne s'implore plus, elle s'exerce dès que l'on cesse d'attendre. Regarder ailleurs, c'est laisser l'histoire s'écrire sans nous. Écouter vraiment, c'est choisir sa place dans un monde où la souveraineté ne s'achète pas. Elle se bâtit, pas à pas, par l'audace et la responsabilité. Alors ce soir, posez-vous la question. Un peuple doit-il demander la permission d'exister en sécurité? Ou bien la souveraineté se forge-t-elle dans l'action, sans approbation attendue? Mais comment ce pari audacieux est-il né? Pour comprendre, il faut revenir à la veille de cette nuit où tout a changé. Pendant des dizaines d'années, le Sahel a payé son insécurité non par les armes, mais par l'obéissance à des promesses lointaines. Les discours sur l'aide étrangère résonnaient jusqu'aux capitales, mais dans les villages, les résultats restaient invisibles. Les routes poussiéreuses du Burkina Faso connaissaient l'attente et la déception. Chaque saison de violence rappelait que la sécurité était toujours précaire, suspendue à la promesse d'un avion ou d'une colonne venue d'ailleurs. Prenons l'exemple de la petite localité de Djibo. Durant plus de 2 décennies, ses habitants ont vu défiler les uniformes étrangers, les convois marqués de drapeaux tricolores, les hélicoptères vrombissant au-dessus des toits de tôle. Mais chaque fois que la poussière retombait, les mêmes angoisses demeuraient. Qui protégerait les enfants lorsqu'aucune patrouille ne serait visible à l'horizon? Mais le convoi du capitaine Ibrahim Traoré a brisé ce cycle de dépendance. Cette nuit-là, un choix s'est imposé. Ne plus attendre une aide fantôme, mais devenir sa propre solution. Ce n'était pas une mission comme les autres, mais un acte silencieux de rupture, où l'autonomie se construisait pas à pas, véhicule après véhicule, décision après décision. À la manière des résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui cessaient de guetter le parachutage des Alliés pour organiser eux-mêmes la défense de leur quartier, les Burkinabés ont compris que la survie n'était pas un don, mais une conquête. Depuis Paris, Washington ou d'autres capitales, l'aide a toujours eu un prix, la dépendance. Cette fois, le convoi avançait sans signature étrangère, sans pacte caché. Le Fonds national de souveraineté, alimenté par l'or du pays, annonçait la fin des prêts dictés de l'extérieur et des compromis sur la dignité, échangés contre une stabilité factice. Pour illustrer, rappelons-nous la crise de la dette des années 1980, où de nombreux États africains, contraints par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont dû privatiser leurs services essentiels, sacrifiant parfois la santé et l'éducation de millions de citoyens. Ici, au contraire, le Burkina Faso choisit de financer sa sécurité sur ses propres ressources, rompant avec un passé douloureux de dépendance imposée. C'est ici qu'est née la doctrine de nécessité. Le pays n'attend plus d'être secouru par d'autres. Comprendre qu'on a été abandonné transforme la survie en stratégie. La nécessité devient alors la force créatrice d'une souveraineté nouvelle. Les villages, autrefois oubliés, sont désormais protégés par un effort issu de leurs propres ressources.
Cette doctrine résonne avec la philosophie du self-help de l'Afrique du Sud post-apartheid, où les quartiers défavorisés ont construit eux-mêmes des écoles et des dispensaires, refusant de céder leur avenir à la seule charité internationale. Saisir ce contexte, ce n'est pas simplement relire une histoire de crise, c'est comprendre que l'indépendance ne s'offre pas à coups de discours solennels ou de lignes de crédit. Croire le contraire, c'est répéter l'erreur d'une génération et risquer de perdre à nouveau voix, dignité et influence au Burkina Faso, comme partout où la liberté dépend de la bienveillance étrangère. Mais toute rupture exige son prix. Quand le Sud refuse d'attendre et que le Nord réalise qu'il perd le contrôle, une tension nouvelle s'installe, prête à bouleverser des dizaines d'années d'équilibres imposés. Cette tension ne marque pas la fin du combat, mais le début d'une nouvelle ère d'incertitude. Les prochains choix décideront si la souveraineté conquise peut vraiment durer. Pour illustrer cette tension, souvenons-nous de la révolution iranienne de 1979. En rompant avec l'influence occidentale, l'Iran a payé un prix élevé, sanctions, isolement, mais aussi un élan de fierté nationale qui a redéfini son identité sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, lui aussi, chemine sur la ligne de crête entre autonomie chèrement acquise et pression extérieure. Quand les sentinelles s'en vont, que choisit-on ? La peur ou la liberté ? Au Burkina Faso, cette question n'est plus une théorie. Elle se vit chaque jour depuis que les yeux de l'Occident se sont détournés. La France est partie dans le tumulte, emportant ses soldats et laissant des ambassades closes, réduites au silence. Les subventions européennes, tout comme les fonds américains, ont été coupées net. Un vide s'ouvre alors, un vide que beaucoup, à Paris ou à Washington, croyaient impossible à combler sans eux. À Ouagadougou, la nouvelle fait l'effet d'une sanction. Dans les rues, l'ambiance hésite, entre la crainte d'une punition internationale et la fierté de voir son pays enfin debout, seul. Les chancelleries occidentales s'indignent, critiquent, mettent en garde. On parle de dérive, d'illusion de grandeur, de manipulation par d'autres puissances. Certains agitent le spectre d'un péril venu de Pékin, qui remplacerait l'ancien parrain européen dans l'ombre des accords. La suspicion devient un outil, isolé, effrayé, rappelé à l'ordre. Mais Ibrahim Traoré avance là où on l'attendait le moins. Face à l'isolement, il ne se replie pas. Il ouvre les livres de comptes au grand jour. Chaque transaction du Fonds national de souveraineté est publiée ligne après ligne sur les panneaux municipaux, les radios locales, sur Internet. Les recettes de l'or, les dépenses militaires, les salaires, les contrats d'infrastructure, tout est exposé sans filtre, défiant quiconque de déceler la corruption ou l'emprise étrangère. La transparence devient un rempart. Ce geste bouleverse les habitudes, en Afrique mais aussi en Europe, où l'on réalise que le secret n'est plus le privilège du Sud. La transparence de Traoré rappelle la politique du verre et du fer menée par Thomas Sankara, qui avait rendu publics les comptes de l'État burkinabé dans les années 1980, instaurant des journées nationales de reddition de comptes. Cette approche rare à l'époque avait surpris les partenaires internationaux et inspiré confiance à la population. Aujourd'hui, Traoré amplifie cette tradition, l'adapte à l'ère numérique et montre que la transparence n'est pas une faiblesse mais une force stratégique. Cette rupture provoque une onde de choc. Ceux qui redoutaient l'effondrement découvrent que l'État tient bon. Pour la première fois depuis de longues années, les salaires sont payés à temps. Des écoles rouvrent, des routes sont réparées sous les yeux incrédules des villageois. Dans les hôpitaux, les stocks de médicaments se reconstituent, financés par les recettes nationales. Le sentiment de dignité renaît. Désormais, les conversations ne tournent plus autour de la dépendance, mais s'enflamment sur la fierté retrouvée. Dans les quartiers Koumen, on murmure que voilà peut-être la vraie indépendance, la certitude que son destin n'est plus dicté à des milliers de kilomètres. Prenons l'histoire de la famille Zongo à Koudougou. Pendant des années, les parents redoutaient trop la fermeture de l'école du quartier, faute de subventions étrangères. Mais depuis la création du Fonds national de souveraineté, non seulement l'école est restée ouverte, mais elle a aussi reçu de nouveaux manuels, payés avec l'or extrait à quelques kilomètres de là. Les enfants s'émancipent pour la première fois, étudient dans des classes rénovées, fiers de savoir que leur pays a su trouver les moyens de leur offrir un avenir meilleur. Mais ce mouvement dépasse le cadre national. Rapidement, le Burkina Faso tend la main au Mali et au Niger. Les trois pays forment l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette union, née dans l'urgence de l'histoire, inquiète les anciens bailleurs et suscite des débats passionnés chez les voisins. Folie passagère ou ébauche d'un nouvel ordre régional.
À Bamako, dans les radios de Niamey, la question divise. Faut-il suivre l'exemple burkinabé et risquer l'isolement ou préserver les ponts avec l'Occident, quitte à consentir à l'érosion lente de sa souveraineté? Le souvenir de la Confédération sénégambienne, tentative d'union entre le Sénégal et la Gambie dans les années 1980, plane sur les débats. À l'époque, la pression extérieure et les divergences internes avaient entraîné l'échec du projet. Mais cette fois, l'AES semble tirer les leçons du passé. Chaque pays garde son autonomie, tout en mutualisant ses ressources pour la défense, l'éducation et la santé. À cet instant précis, l'enjeu est immense. Le Burkina Faso saura-t-il résister à la punition par la paperasse des institutions internationales, ou bien est-il en train d'imposer un précédent capable de s'étendre ailleurs en Afrique? La certitude d'aujourd'hui peut devenir la vulnérabilité de demain, ou bien la première pierre d'une révolution silencieuse qui franchit les frontières. Mais chaque victoire publique entraîne de nouveaux défis et pose une question plus profonde. Peut-on rester souverain sans sombrer dans l'arrogance, ni retomber dans une autre dépendance? Pourtant, ni l'hostilité extérieure, ni la transparence ne suffisent à garantir l'avenir. Derrière l'élan collectif, des failles apparaissent, la cohésion nationale, la tentation de la revanche, la peur de l'isolement total. La souveraineté n'est pas qu'une affaire de force ou d'armement. Elle exige de savoir se contenir, de rester maître de ses choix, même lorsque chaque regard cherche à scruter la moindre faille. Après la première victoire, l'épreuve la plus difficile commence. La doctrine burkinabé ne repose pas sur la brutalité. Les soldats apprennent la retenue, le respect du droit humanitaire, la protection des civils, même sous la pression. Chaque balle tirée, rappelle les manuels, engage l'honneur de tout un peuple. Un matin, une colonne insurgée manœuvre vers un village du nord. Cette fois, la riposte burkinabé est exemplaire. La menace est neutralisée, aucun civil n'est blessé, pas une seule maison incendiée. La nouvelle se répand vite. Le Burkina Faso tient parole. Des chefs d'État africains saluent la prouesse, évoquant un tournant dans l'art de la guerre au Sahel. Ce respect des règles rappelle la discipline des casques bleus lors de missions de maintien de la paix, où chaque action est minutieusement surveillée. Mais ici, l'engagement ne vient pas d'une résolution votée à New York. Il est le fruit d'une volonté nationale, d'une formation locale et d'un contrôle permanent exercé par la société civile. Mais la transformation déborde les casernes. Dans les villages, une fierté discrète s'installe. Les enfants observent les soldats autrement. Ils ne sont plus de lointaines silhouettes, mais des protecteurs qui n'humilient pas. Les anciens parlent d'une discipline retrouvée, d'un souffle d'espoir qui tisse une confiance inédite entre armée et population. Peu à peu, ce changement psychologique s'infiltre dans l'imaginaire collectif. Ce n'est plus simplement le rêve d'une victoire militaire, c'est l'idée qu'un peuple peut choisir la dignité sans abandonner son humanité. Dans les marchés, lorsqu'en les rumeurs circulent, il existerait désormais, au cœur du Sahel, une armée qui n'a plus peur de rendre des comptes, même à elle-même. Le modèle burkinabé attire l'attention, ébranle les habitudes. Certains voisins hésitent, partagés entre admiration et prudence. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude grandit. Et si cette souveraineté disciplinée se diffusait ailleurs? Dans les universités et la société civile, de jeunes Africains questionnent leurs élites, exigeant des explications sur les choix de dépendance ou de soumission. Ce phénomène n'est pas sans rappeler l'éveil de conscience né dans les années 1950 à Accra, lorsque Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant, appelait les peuples africains à s'unir face à la domination coloniale. Aujourd'hui, un nouvel appel circule, celui de l'autonomie responsable, fondée sur la transparence et la discipline partagée. Mais ce nouveau chemin n'est pas sans embûches. Une pression différente s'installe. Lenteur administrative, critique médiatique, menace de sanctions voilées. On ne peut plus attaquer frontalement le Burkina Faso, alors on l'use à coups de paperasse, de soupçons, de rapports interminables. Le danger s'est déplacé. Il n'est plus seulement militaire, il devient moral. La moindre faute, le plus petit écart de discipline, servirait de preuve à ceux qui rêvent du retour des anciennes tutelles. Un civil blessé accidentellement, un village mal protégé et tout l'édifice risquerait de s'effondrer sous les accusations, justifiant l'ingérence étrangère. Pour que l'expérience survive, il faut bien plus que des armes. Il faut retenir les leçons du passé, maintenir la discipline jour après jour, inspirer au-delà des frontières. C'est ainsi que la souveraineté devient contagieuse, non par conquête, mais par l'exemple. Mais qu'est-ce qui, dans ce modèle, inquiète tant les puissances étrangères? Pour comprendre, il faut revenir sur les mécanismes invisibles qui tiennent les peuples sous contrôle.
La domination, hier comme aujourd'hui, s'exerce souvent par l'économie. Les accords de Bretton Woods, conclus en 1944, ont fixé les règles monétaires mondiales, imposant aux pays du Sud des contraintes sévères en échange de prêts et d'accès au marché. Le Burkina Faso, en refusant les lignes de crédit conditionnées, bouleverse cet ordre hérité d'une époque où l'Afrique n'était qu'un pion sur l'échiquier mondial. Refuser de s'impliquer dans le récit, c'est accepter de disparaître du paysage collectif. Il ne s'agit plus seulement du sort d'un pays. La souveraineté n'est ni un cri de ralliement, ni un drapeau flottant lors des cérémonies. Elle se façonne chaque jour, dans la transparence des comptes, dans le choix d'investir chez soi, dans l'effort d'enseigner à chaque génération la vérité de son héritage. La discipline ne s'affiche pas dans les discours. Elle se construit dans les actes quotidiens, dans chaque décision, chaque franc investi localement, chaque route confiée aux mains du pays. C'est une victoire discrète contre la dépendance, une résistance tissée de rigueur et de volonté. Ce que l'on ne cède pas, on le transmet. L'alliance AES, Burkina Faso, Mali, Niger devient ce laboratoire inattendu. Ici, on répare les routes avec ses propres outils, on forme ses ingénieurs avec ses moyens, on donne à la jeunesse le pouvoir de financer sa propre montée en compétences. Cette économie de résistance refuse de se plier à des règles dictées de l'extérieur. Prenons l'exemple de la route reliant Ouaïgouya à la frontière nigérienne. Longtemps laissée à l'abandon, elle a été entièrement rénovée par des entreprises locales, employant des jeunes formés dans les centres techniques du pays. Ce chantier, symbole d'une économie tournée vers l'intérieur, a permis de réduire le chômage, stimuler la consommation locale et renforcer la cohésion sociale. Plus ces nations avancent, plus l'Occident se retrouve mis face à ces contradictions. L'Afrique n'attend plus d'autorisation. Elle forge ses propres règles, invente ses propres standards, redéfinit la réussite à sa manière. Mais cette transformation ne concerne pas que les gouvernants. Le peuple, lui aussi, porte une responsabilité. Refuser le silence, devenir témoin, transmettre cette fierté nouvelle. Rester neutre, c'est banaliser, voire oublier un moment décisif. C'est manquer l'occasion de participer à la réinvention de la liberté. Ce qui se joue ici, c'est la mémoire d'un tournant. Dans la neutralité, ce n'est pas un simple épisode politique qui se perd, mais la chance de redéfinir l'honneur, la confiance et la responsabilité partagée. Le Burkina Faso l'a démontré. La responsabilité ne s'exporte pas. Elle s'assume, elle s'incarne. Pour aller plus loin, il faut s'interroger. Comment, concrètement, chacun peut-il devenir acteur de ce changement ? Premièrement, il est possible de s'informer régulièrement auprès de sources locales et indépendantes afin de ne pas se laisser influencer par des narratifs imposés de l'extérieur. Deuxièmement, il importe de soutenir les initiatives communautaires, participer à des projets locaux, encourager l'entrepreneuriat, investir dans l'éducation et la santé. Chaque action, aussi modeste soit-elle, contribue à renforcer le tissu national. Troisièmement, il convient de transmettre ce récit aux générations futures. Les écoles, les familles, les médias doivent s'emparer de cette histoire pour que la flamme de la souveraineté ne s'éteigne jamais. Enfin, il s'agit de rester vigilant face aux tentatives de déstabilisation, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. La souveraineté se défend aussi par la lucidité et la solidarité. Alors que choisirez-vous ? Témoin, acteur ou spectateur silencieux ? L'histoire n'attend personne. Elle avance portée par ceux qui osent la vivre et la transmettre. Mais ce récit reste ouvert. Le dernier mot appartient à celles et ceux qui refusent la passivité. Le choix de participer ou non à ce nouveau récit façonne l'avenir collectif. Chaque voix ou silence laisse une empreinte durable sur la mémoire nationale. La souveraineté ne demande pas la permission. Rester simple spectateur, c'est choisir la facilité. Mais l'histoire ne récompense pas ceux qui attendent sur le bord du chemin. Se taire, c'est laisser d'autres décider de la dignité de tout un peuple. S'abstenir, c'est accepter qu'ailleurs l'on trace les limites de votre sécurité. L'autonomie ne se quémande pas. Elle se gagne, elle s'arrache par la volonté, par des actes clairs et irrévocables. Au Burkina Faso, la souveraineté n'est plus un mot répété pour rassurer. C'est devenu une réalité forgée dans la poussière du Sahel, par celles et ceux qui n'ont plus voulu attendre une aide toujours remise à plus tard. Sans tambour ni trompette, ils ont gravé leur choix dans la terre, sans demander de validation, sans condition, sans attendre de feu vert d'un arbitre lointain. Ce choix est un miroir tendu à chacun de nous. Jusqu'où serons-nous prêts à défendre notre honneur sans chercher l'approbation d'autrui ? Rester neutre, c'est se condamner à n'être que le chroniqueur impuissant de la victoire ou de la défaite des autres. Ce n'est ni une exception africaine, ni une révolte passagère.
Le Burkina Faso réinvente le courage universel de se passer de tuteur, d'assumer pleinement l'impact de ses décisions. La véritable indépendance, la liberté authentique, ne se négocie pas. Elle exige de chacun qu'il devienne acteur, pas simple témoin du destin collectif. Laisser filer l'histoire entre ses doigts, c'est risquer de perdre ce qu'aucune puissance étrangère ne pourra jamais offrir: l'honneur, la confiance, une voix dans la grande narration commune. En s'exprimant, en choisissant son camp, on façonne le nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous. La liberté se transmet ainsi, par l'action, par l'engagement, en refusant d'attendre qu'on nous accorde le droit d'exister pleinement. Vous êtes désormais confronté au même choix que des millions avant vous. Attendre que d'autres écrivent l'histoire ou saisir la plume à votre tour. Ce récit ne s'arrête pas au Burkina Faso. Il est le vôtre, il est le nôtre. Rester spectateur, c'est renoncer à l'opportunité de réinventer ici et maintenant ce que signifie être libre. Ce soir, la question n'est pas de savoir si un peuple a le droit de défendre sa dignité sans permission. La véritable interrogation est la suivante: qui aura le courage de transmettre ce récit, de l'amplifier, de refuser la neutralité quand tout se joue